Aujourd'hui, le sujet qui nous tient à cœur, c'est le Niger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, ce pays de l'Afrique de l'Ouest est frappé par une crise sociopolitique avec le putsch qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Il y a plusieurs idéologies qui s'affrontent à ce sujet. Les idéalistes ou les légalistes qui voudraient que le président Bazoum puisse recouvrer sa liberté et en même temps son fauteuil au vu de la constitution du Niger, et d'autres qui se portent en faux par rapport à cela et disant que la légitimité aujourd'hui revient aux putschistes qui sont tant soit peu adoubés par une bonne partie de la population au Niger et en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria en tête, s'érige contre cet état de choses et demande expressément aux militaires de rétablir le président Bazoum dans son fauteuil. Le Nigeria va loin en brandissant le spectre d'une intervention militaire au Niger si, dans un délai qui a été déjà passé, mais qui a été raccordé, si jamais les militaires n'obtempéraient pas. Donc aujourd'hui, la question reste posée. Est-ce que, face à la situation, les légalistes ont-ils tort ou raison? Nul ne saurait le dire. Cependant, nous sommes en train de constater qu'au sein de la CEDEAO, les populations, en majorité, s'érigent contre leurs dirigeants qu'ils considèrent comme une sorte de syndicat de chefs d'État qui voudrait tout simplement limiter la casse en termes de coup d'État, parce que pour certaines populations, la situation devient un peu gênante pour les dirigeants africains, ouest-africains, au vu de cette hémorragie de coups d'État qui prévaut aujourd'hui dans la sous-région. Le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et aujourd'hui le Niger, qui ont tous connu des coups d'État. Et donc les chefs d'État qui s'érigent contre cet état des choses craindraient plutôt pour leur fauteuil, et c'est pour cela qu'ils voudraient envoyer un message fort à tous les militaires de la sous-région, de sorte que d'autres n'aient plus cette velléité à vouloir renverser un pouvoir établi, entre guillemets, démocratiquement. De même, les populations demandent à la CEDEAO ou posent des questions à la CEDEAO de savoir où était-elle quand, dans certains pays, il y a eu des coups d'État constitutionnels qui ont permis à certains chefs d'État de briguer un troisième mandat alors que la Constitution l'interdisait. Et il y a eu aussi des répressions violentes contre des manifestations dans certains États après des élections, entre guillemets, frauduleuses, et que la CEDEAO a finalement adoubé après, malgré le fait qu'il y ait eu des morts et des déplacés. Donc beaucoup se posent des questions et disent qu'en ce moment, la CEDEAO jouerait le chaud et le froid au gré de ses humeurs. Donc, beaucoup demandent à la CEDEAO d'intervenir beaucoup plus sur la légalité constitutionnelle, en arrêtant aussi les présidents putschistes ou les présidents qui font des choses contraires aux aspirations des populations. Donc, ils auraient bien voulu, ces populations disent qu'elles auraient bien voulu voir la CEDEAO intervenir dans certains pays pour, par exemple, mater des militaires qui soutenaient des présidents contre les populations. Il y a encore aujourd'hui dans certains pays de la sous-région des manifestations violentes contre la vie chère, contre certaines décisions politiques de certains chefs d'État, mais que la CEDEAO n'a jamais condamné ou pour lesquels la CEDEAO ne s'est jamais mobilisée pour envoyer une force d'interposition afin de sauver des vies humaines. Donc, ces populations trouvent un peu maladroite le fait qu'un seul président, qu'un seul homme soit emprisonné et qu'il y ait cette mobilisation pour dégommer ceux-là qui ont emprisonné ou bien arrêté leur propre président. Donc, ils trouveraient beaucoup plus que cette affaire est nigérienne et que la CEDEAO ne devrait même pas intervenir. Parce que pour elle, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels la CEDEAO n'intervient pas. Par exemple, la libre circulation des personnes et des biens qui n'est pas assurée dans l'espace ouest-africain. Parce que pour passer d'un pays à un autre, c'est beaucoup de tracasseries administratives et politiques parfois, à coût de dépenses qui ne permettent pas des échanges économiques viables entre les États. Et donc,
pour finir sur ce point, des gens disent plutôt que la CEDEAO devrait insuffler un souffle nouveau au sein de ce syndicat des chefs d'État, afin que tous, à leur niveau, tous à la tête de leurs États, puissent promouvoir le bien-être de la population, de fait que cette promotion du bien-être devrait plutôt diminuer ou atténuer les affres de la misère qui sont le terreau fertile à tout ce que l'on connaît aujourd'hui, le grand banditisme, le terrorisme et par ailleurs les coups d'État. Parce que quand vous promouvez le bien-être et quand la population a ce dont elle a besoin, beaucoup ne pensent plus à faire de la politique ou bien à changer de dirigeant. Donc ils seraient contents et donc beaucoup seraient en train de prendre exemple les pays du Golfe comme le Qatar, Dubaï et j'en passe. Les militaires au pouvoir, est-ce une nouvelle mode? C'est un peu compliqué de dire que c'est une mode pour les militaires d'occuper la place des dirigeants élus démocratiquement. Cependant, on doit se référer tant soit peu au passé. Après les indépendances, l'Afrique a connu une vague de coups d'État qui a permis à certains militaires de prendre les rênes de leur pouvoir. Le Togo, avec le cas de feu Gnassingbé et Ademam, le Ghana avec feu Rawlins, le Bénin avec feu Kérékou, le Burkina Faso avec feu Sankara, le Niger avec Ali Seibou, et j'en passe. Et donc, cette propension de coup d'État à l'époque a fait dire à certains que, en réalité, les Africains étaient beaucoup plus habitués déjà au Moyen-Âge à l'exercice du pouvoir des hommes forts. C'est-à-dire que l'Afrique, à cette période-là, avait vu, ou bien avait à la tête des empires et des royaumes des militaires qui étaient aguerris et physiquement, spirituellement, financièrement, humainement, c'était des gens puissants qui dirigeaient les États africains. Et donc, par essence, le pouvoir en Afrique était dirigé par des hommes forts. Et c'est pour cela que, après l'indépendance, quand les colons ont voulu imposer leur forme de gouvernance avec un civil à la tête qui venait donner des ordres à des personnes armées, physiquement bien bâties et qui avaient quand même cette ambition aussi d'exercer le pouvoir. Et très rapidement, nous avons constaté qu'il y a eu cette résurgence des hommes forts qui ont pris le pouvoir. Avec le discours de la Baule dans les années 90, cet état des choses a été tant soit peu atténué. Et donc, on a parlé de démocratie avec des élections et les poutistes, à l'époque, ont été obligés de changer leur fusil d'épaule ou bien leur mode de gouvernance pour aller vers un semblant de démocratie. Quand on parle de semblant de démocratie, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Parce que, après, quand on organisait des élections dans beaucoup de pays, surtout francophones, il y a des contestations, il y a eu des répressions, il y a eu des déplacés, il y a eu des morts. Et donc, beaucoup ne comprenaient pas exactement pourquoi est-ce qu'on est passé d'une période dite dictatoriale à une période démocratique, mais qui charriait pratiquement les mêmes problèmes avec les mêmes conséquences. Donc aujourd'hui, on peut dire que chasser le naturel, il revient au galop. Le contexte actuel dans lequel les pays ouest-africains se trouvent est un peu délicat, avec cette guerre contre le terrorisme, dont beaucoup disent être soutenus par une main étrangère ou bien des puissances étrangères. Et donc, face à cet état de choses, les militaires se disent investis, entre guillemets, d'un pouvoir qui leur permette de sauver la situation. Parce qu'à leur niveau, ils croient que leur dirigeant ou bien leur président ne comprendrait pas la situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc, il serait bien saignant qu'eux-mêmes prennent les choses, que prennent le devant des choses pour impulser un nouveau dynamisme. Et cela semble être accepté par la plupart des populations. Parce que quand vous faites un petit sondage en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le Mali a de la côte, le président malien a de la côte, le militaire a de la côte, la Guinée
le Burkina Faso et aujourd'hui le Niger semblent être devenus des héros pour une jeunesse africaine en mal de sa censure forte vis-à-vis de l'Occident qu'elle trouve dominateur depuis plus d'un siècle. Donc, cette jeunesse ouest-africaine est avide de changement et c'est pour cela que aujourd'hui les militaires ont de la côte auprès d'elle. Actuellement, pourrait-on dire que les militaires africains sont en train de se souvenir de leurs aïeuls, les Samori, les Sundiata, qui à l'époque se sont rebellés contre l'envahisseur étranger. On ne saurait le dire, mais on constate juste qu'il y a un changement qui est inéluctable, qui est enclenché par une certaine frange de la jeunesse africaine qui ne veut plus être en odeur de sainteté avec le colon, esclavagiste, colonisateur, néocolonisateur, et qu'il cherche à bouter hors des zones ouest-africaines. Alors, est-ce la fin programmée de la démocratie occidentale dans l'espace CEDEAO ou dans l'espace africain ou ouest-africain? L'avenir nous le dira. Et je crois que cela ferait l'objet d'un autre débat ou d'une nouvelle chronique. Mais bien avant, je voudrais vous convier à vous procurer mon dernier essai paru aux éditions Les Impliqués qui s'intitule « La démocratie dictatoriale de Kadaïed ». Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt